Alors, on peut avancer un peu plus loin si on part sur cette approche. À partir du moment où on a pensé l'environnement correctement, on peut prendre un premier exemple. Dans toute cette vie du cochon au niveau du bâtiment fermé, il est là aussi admis que le plus grand stress que vit le cochon, c'est le sevrage, pardon. Et le sevrage, pourquoi c'est un grand stress? C'est tout simplement parce que le cochon va passer d'un stade dans un environnement où il est avec sa mère, il boit du lait, il est avec ses frères et sœurs, il évolue dans un environnement bien chaud, bien, on va dire, un peu du cocooning, et il passe dans un environnement en quelques minutes où il est dans un environnement étranger qu'on pourrait presque, par rapport, vu de l'esprit du porcelet, qu'on pourrait presque qualifier d'hostile, où il se retrouve dans l'environnement où tout est inconnu pour lui, il se retrouve avec plein de cochons qu'il ne connaît pas. Certains sont agressifs, d'autres pas. Il faut qu'il trouve où manger, où boire, où dormir, où aller aux toilettes, où jouer. Et ici, le mot jouer est important parce que dans un élevage de porc, on a 90% des adolescents. Pourquoi des adolescents? Parce que les seuls qui peuvent devenir adultes, c'est les reproducteurs qui vont au-delà de par exemple les truies, mais essentiellement, qui vont au-delà de la 3/4e portée. Avant, on n'a que des adolescents, donc peut-être votre fonction jouer est hyper importante. Donc il faut aussi un espace de jeu. On pourrait presque faire un parallèle avec nos enfants, mais dans l'esprit, c'est ça. Donc manger et boire, c'est facile pour le cochon à trouver, puisqu'il y a nourrisseur et abreuvoir. Et malgré la présence de nourrisseur et abreuvoir, on voit que malgré tout, le cochon, il met entre 24 et 36 heures pour commencer à manger. Parce que tant qu'il n'a pas bu, il ne mange pas. Ceci étant un premier challenge, alors qu'il y a les outils pour lui. Deuxième partie du challenge, il va falloir lui donner dans l'aménagement les outils qui vont lui permettre, ou l'aménagement qui vont lui permettre d'aller repérer plus facilement les espaces dont il a besoin. Le premier espace dont il a besoin, c'est d'aller dormir. Donc pour aller dormir, c'est simple, on dit qu'il faut de la chaleur, et donc ce qu'on fait dans cette approche-là, la première chose qu'on fait, c'est gérer la ventilation à 19-21 degrés toute l'année. Alors vous allez me dire, ça fait pas beaucoup pour le porcelet, mais l'idée derrière, c'est de partir sur du concept de niche, où le porcelet, on va chauffer uniquement la niche, on ne va pas chauffer la salle, on va mettre un delta important de différence de température. Dans notre philosophie, c'est 35 degrés les 2 premiers jours de température ressentie pour le porcelet, alors que la salle est à 21. Donc il sait où aller dormir, c'est là son lit, il va dormir là. Autre point pour le coin d'éjection, pour aller aux toilettes, le coin d'éjection, normalement, c'est, comme je vous ai dit, on dort au fond de la case, donc on vient faire cette éjection le long de la cloison, le long du couloir. Donc pour que le cochon apprenne rapidement que c'est là, on va installer un système de douche en système progressif qui permettra d'arroser à intervalles réguliers l'endroit où on veut que les porcelets dorment, où le porcelet va aller trouver son point d'éjection. La douche va lui rappeler que c'est là qu'on fait les déjections et qu'on ne dort pas. Et quand on part sur cette philosophie-là, l'espace qui reste après, c'est la zone de jeu. Ainsi organisé, on donne toutes les chances au porcelet d'aller rechercher les endroits plus facilement. Et à partir du moment où on fait ce genre de choses, dans les essais par exemple qu'on a pu faire en élevage, on peut sortir des porcelets qui vont en moyenne peser entre 3 et 4 kg plus lourds. Pourquoi? Parce qu'on leur a apporté le confort, le zéro stress. Ça peut être aussi, on parle depuis plusieurs années du plan éco-antibio, ça peut participer à une diminution. À partir du moment où on apporte du confort au porcelet, il est en meilleure santé, il a une meilleure immunité, il est mieux préparé à vivre les moments de stress. Et ce confort-là, il est permis par l'ensemble de ces zones qu'on définit. Donc ça, on a des exemples terrain qui fonctionnent depuis de nombreuses années et qui permettent de démontrer que, même si on ne voit pas toujours tout au début, on ajoute des choses et on voit que la composition des choses telles qu'elle est là permet de répondre à cette approche-là. Ça, c'est un des premiers exemples. L'élément après qui est aussi très important dans toute cette gestion des choses, c'est la ventilation qui doit être bien pensée. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que le nutriment numéro 1 de tous les êtres vivants, c'est l'oxygène. On pourrait prendre comme exemple que pour passer de l'état de bonne santé, on va dire, à un état
proche de la mort. On peut rester 3 semaines sans manger, mais 3 jours sans boire, mais seulement 3 minutes sans respirer. Ça montre que tous les facteurs sont importants dans cette notion de gestion des éléments. Et par leur comportement, les cochons nous donnent des informations. Si je prends un exemple tout simple, si par exemple il fait trop froid dans la niche, les porcelets vont s'entasser. C'est un signe, ça se voit tout seul. On demande à augmenter la température, les porcelets vont s'étaler dans toute la niche. C'est un signe d'observation. Et c'est plein d'éléments comme ça où il faudrait donc dans l'idéal repasser un peu de temps à observer les animaux. Et ce n'est pas une perte de temps parce que c'est toujours payant sur les performances, parce qu'on peut anticiper et on peut voir des choses avant qu'elles se produisent. Parce que quand on a l'habitude d'observer ces animaux, qu'on connaît ces bâtiments, leur fonctionnement, on repère assez vite par des petits signes ce qui va pas. Plutôt que de se dire, on reçoit une info comme quoi il fait telle température dans la salle, telle hygrométrie, le ventilateur tourne à 30%, mais ça ne nous dit pas comment vont les animaux. Et en fait, dans toute cette approche, on pourrait dire d'outils nouveaux de collecte de données, de ce qu'on appelle le big data, c'est des éléments qui peuvent être intéressants, mais ce n'est pas forcément les plus pertinents pour nous parler du comportement des animaux. Tout dépend de ce qu'on va pouvoir observer. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais prendre dans l'esprit d'un aménagement quand on pense à un bâtiment. Le deuxième exemple dont je vais vous parler va concerner les truies. Et on va parler du stress de chaleur. Alors pourquoi je voulais vous parler du stress de chaleur? C'est que on est depuis quelques années dans une ambiance où on a du réchauffement climatique, et où les journées chaudes sont de plus en plus chaudes et de plus en plus nombreuses. Et le phénomène qui va avec ça, qui se matérialise le plus, c'est que de plus en plus les nuits sont moins fraîches que ce qu'on avait l'habitude d'avoir, au moins dans nos zones tempérées, au niveau de l'Europe. Et encore, ça dépend si on est Europe du Nord, Europe du Sud, on peut tempérer aussi les choses. Et donc le stress de chaleur, c'est quoi? Ça entraîne des diminutions, des réductions importantes de l'ingestion, des réductions de croissance, des baisses de fertilité, diminution de production laitière, le tout étant lié au fait que les animaux réduisent leur ingestion pour diminuer la production de chaleur métabolique, donc qui est le fruit de la digestion. Et ce phénomène peut quand même être assez important parce qu'on dit qu'aujourd'hui, par exemple, la température, 1 degré de plus d'ambiance en été, c'est 4 à 5% de la baisse de la performance. D'autres disent que ça peut aller encore plus loin. Si on prend par exemple le cas de la truie en maternité, on sait que la zone de confort thermique qu'on a commencé à évoquer un peu plus tôt, cette zone de confort thermique pour la truie, c'est en gros 18-19 degrés maxi. À partir du moment où on met une truie dans une ambiance plus élevée, et d'autant plus avec sa portée production de lait, à partir des 22 degrés, la truie commence à réduire son niveau d'ingestion. Tout simplement parce que si elle réduit, elle va limiter la chaleur, et ça a un impact important, parce que ça veut dire que derrière, elle va produire moins de lait. Et il y a une étude brésilienne qui est sortie, je crois que c'est en début d'année, qui disait que dans un cadre de température qui passe subitement de 23 à 35 degrés, c'était le cas de l'étude, la production laitière pouvait baisser jusque plus de 20%. Alors l'impact, il est énorme au niveau des porcelets, parce que qui dit réduction du lait va dire aussi une truie qui va maigrir, qui va perdre du poids, donc qui va puiser dans ses réserves parce qu'elle ne mange pas. L'impact pour les porcelets, il est important, parce qu'on aura à ce moment-là des porcelets qui vont passer d'en gros une tétée par heure, vont passer à comment j'allais dire, hop, d'une tétée par heure, ils vont passer à 2, voire plus, parce que comme ils n'ont pas assez de lait à chaque tétée, ils vont vouloir solliciter encore plus la truie. Qu'est-ce qui se produit derrière, en corollaire? Il se produit un phénomène qui est naturel, c'est que les porcelets deviennent agressifs avec la truie. La truie, de son côté,
devient en comportement anormal, elle veut pas se téter, elle se met sur le ventre, donc du coup il y a des frustrations des deux côtés et la truie va se comporter, on va dire, d'une manière moins maternelle, et ce qui va engendrer un risque d'écrasement plus important. Et on sait aussi qu'un poids qui est trop important, qui est perdu, donc du gras dorsal en moins, ce sont aussi une pénalisation du cycle suivant et puis globalement de la carrière de la truie. Une truie qui subirait sur ces cycles des pertes de poids trop importantes pourrait aller jusque sevrer une portée de moins avant d'être réformée, ce qui a un impact important dans cette notion d'investissement et de prix de revient. Parce que quand une cochette rentre dans un élevage, on doit la considérer comme un investissement au même titre qu'on construit un bâtiment. On va aller me dire, c'est pas le même type d'investissement, mais c'est l'investissement, on a l'outil de production, et après, dans cette approche-là, plus la truie peut sevrer de porcelet avant d'être réformée, meilleur est ce retour sur investissement. C'est aussi une question de longévité. Alors toute cette notion-là de température, de chaleur, je dirais que dans cette approche-là, ce qui nous a interpellés dans les choses qu'on a pu voir, dans les échanges avec ce qui se pratique dans les différents pays, c'est de voir que tous les pays de nord de l'Europe ont une approche très différente de la gestion des entrées d'air, des capacités de renouvellement d'air, et sont sur des entrées d'air beaucoup plus importantes, parce qu'ils ne veulent pas de vitesse d'air, et puis des capacités comment on va dire, ce qu'on appelle le besoin nominal par animal, beaucoup plus élevées, pour apporter de l'oxygène et aussi empêcher les températures de monter dans les salles. Et cette approche-là, sur ces chiffres, elle est basée sur des choses assez scientifiques, dont vous voyez la courbe qui est apparue à l'écran, où on voit les trois courbes. Là, on a une courbe, la courbe verte en bas, c'est tout c'est des mesures en fait de chaleur produite par les animaux, et le calcul est fait par 1000 watts. Et on regarde, vous avez en bas le poids des animaux, donc en kilos et en livres, hein, parce que c'est une synthèse qui a été faite par Mike Bird, un nutritionniste américain. Et derrière, il montre qu'en l'espace d'un peu plus de 20 ans, la production de chaleur par les animaux a augmenté d'au moins 30%. Ça veut dire que les normes de ventilation qu'on a en France aujourd'hui, qui datent d'il y a 20 ans et qui n'ont pas évolué, ne sont plus adaptées, dans notre regard et notre vision, ne sont plus adaptées à la chaleur qu'il faut évacuer de la salle pour que les animaux puissent être bien. Donc l'idée ici, c'est vraiment à un moment donné de ventiler plus vite. Donc dans une maternité, c'est pareil que comme dans un sevrage, on devrait régler la ventilation à 19-20 degrés, et puis de façon à ce qu'on ventile suffisamment tôt pour rafraîchir les animaux et leur donner tout l'oxygène dont ils ont besoin. Et quand on regarde ici le calcul de ce tableau, on en arrive à dire qu'il faut en gros 300 mètres cubes pour 1000 watts de chaleur produite. Alors pour traduire ce que ça peut représenter, par exemple pour une truie, plus sa portée en lactation, on considère aujourd'hui dans l'approche ventilation Europe du Nord, on va considérer qu'il nous faut 350 mètres cubes heure de besoin en renouvellement. Quand on est dans une zone tempérée, comme est un peu la Bretagne, dès qu'on approche sur des zones un peu plus chaudes, il faudra augmenter avec une correction climatique, de façon à pouvoir permettre de ventiler plus et de créer un courant d'air pour rafraîchir les animaux quand il fait trop chaud, parce qu'à partir d'une certaine température, il n'y a plus qu'une solution, c'est créer un courant d'air. L'idée ici, qui va de corollaire avec tout ça, ça va être quand on va penser le concept global de la maternité, on va à ce moment-là aussi penser niche pour les porcelets, comme on l'a pensé pour les post-sevrages. On va aussi penser température différenciée pour les porcelets. On peut penser aussi maternité-liberté. Tout ça, ce sont des éléments qui vont aller dans le sens de la gestion sans stress. Et puis, gestion sans stress, on se rapproche toujours de cette notion de bien-être. Toujours avec cette idée de dire que dans le bien-être, on peut voir les choses de plusieurs façons. Et là, cette approche-là va dans cet esprit-là, quoi. Et on pourrait, de la même manière, pour tous les stades physiologiques en fait et de vie du cochon, on peut tout à fait avoir la même démarche.
et se dire que derrière, on va avoir à trouver le juste équilibre dans tout ce qu'on va faire, entre le respect du comportement, la densité, l'hygiène, et toujours avec 3 mots-clés qui résument un petit peu tout ce que je fais afficher au fur et à mesure sur cette diapo. C'est qu'il y a trois mots-clés qui sont hyper importants et qu'il faut toujours avoir en tête, quel que soit ce qu'on va faire. C'est 3 choses qui fonctionnent ensemble. C'est les bâtiments, les animaux et les hommes. C'est des mots-clés. Et un seul des critères ne va pas bien, le reste n'ira pas bien. C'est vraiment c'est des choses qui doivent fonctionner, je pourrais presque dire en symbiose. Et c'est la clé du bien-être, mais du bien-être performance. Et quand vous le voyez sur le tableau qui est affiché là, dans cette approche-là, sur cette organisation du milieu de vie, il y a assez peu de choses qui sont de la réglementation finalement. Et c'est quand même du bien-être. Et c'est tout ce, comment on va dire, toutes ces choses-là qui nous sont importantes dans cette approche-là. Alors il y a une partie après que je n'ai pas développée moi dans mon approche, qui va être vue par Martin Noël, qui est un de nos partenaires canadiens, qui est directeur technique de Giga Technologies. Giga Technologies, c'est une entreprise qui conçoit des systèmes automatisés de distribution de l'alimentation depuis 25 ans, qui a commencé sur le Canada, qui aujourd'hui distribue des produits dans le monde entier. Et il nous a semblé intéressant de faire intervenir Martin, avec son recul, son expérience, pour nous parler un petit peu des critères qui lui paraissent importants dans tout ce qui est conception de systèmes automatisés de distribution de l'aliment. Et ce qui les guide toujours, et ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est que c'est des systèmes pensés par des éleveurs pour des éleveurs, puisque les principaux actionnaires de cette entreprise sont à la base des éleveurs canadiens qui ont décidé d'automatiser des choses pour pouvoir continuer à bien faire les choses dans leurs élevages, alors que leurs élevages grandissaient en taille. Alors là, Martin, je te passe la parole.